à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Demeure d'exception. Vous l'aurez sûrement reconnu, je vous amène découvrir la villa Efrussi de Rothschild, située à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et pour nous faire la visite de cette illustre demeure de la Côte d'Azur, je vous propose de rejoindre tout de suite Bruno-Henri Rousseau. Suivez-moi. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandra. Merci de nous accueillir dans cette splendide demeure qui est devenue, on va dire en quelque sorte, un incontournable aujourd'hui de la Riviera. C'est effectivement une sorte d'icône de la Côte d'Azur. C'est vraiment un lieu emblématique de cette folie qui a contaminé la Côte d'Azur à la belle époque et aujourd'hui qui nous anime encore quand on voit ce palais. On va parler un peu plus tard, plus longuement de l'architecture, mais là déjà on est obligé de remarquer ces impressionnantes arches. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce patio? Alors ce patio, il est vraiment d'inspiration italienne. Béatrice de Rothschild, quand elle a construit cette maison, ce palais, elle voulait en faire un lieu tout à fait digne des grandes familles de Venise ou de Florence. Et donc dans ce palais, on retrouve une atmosphère très italienne avec des copies, carrément des reprises de monuments qu'elle a visités en Italie. Et puis cette atmosphère rose donnée grâce à ces colonnes en marbre de Vérone qui nous permettent de nous croire dans un palais de la Renaissance. Pour nous parler un peu plus de son histoire, je vous propose de rejoindre tout de suite une première pièce. Donc là, nous nous situons dans la salle à manger, c'est bien cela, avec une vue quand même magnifique. Exactement, nous sommes dans la salle à manger, entourés d'une toute une collection parmi les plus importantes au monde de porcelaine de Saxe et de Vincennes, donc ces manufactures royales que nos rois ont voulu créer pour pouvoir composer ce qu'il y a de plus beau autour de l'art de la table. On va parler peut-être un petit peu pour commencer de ces deux façades, parce que les deux façades sont assez différentes tout de même. La villa est vraiment un exemple du goût Rothschild. Les Rothschild n'ont pas hésité à prendre ce qu'ils considéraient de meilleur dans chaque époque de l'art. Donc cette architecture, elle emprunte aux formes romanes, aux formes gothiques, y compris les gothiques religieuses. À l'entrée de la façade, on a ce porche qui ressemble au porche d'une cathédrale gothique flamboyante, mais sans tous les éléments religieux, sans tous les éléments chrétiens qui apparaissent théoriquement sur une porche de cathédrale. Et puis, si on va de l'autre côté, côté sud, on aura un ensemble un petit peu plus sobre, avec des éléments du XVIIIe, des éléments de la Renaissance, mais quelque chose d'assez classique dans les proportions. Donc c'est un monument qui vit, mais qui dès le départ était conçu dans une sorte de voyage autour des arts, puisqu'on emprunte dans plusieurs périodes, dans plusieurs styles, des influences qui vont donner ce côté vraiment un peu fou par les moyens employés, notamment matériels et financiers pour construire, et aussi dans tout simplement l'audace de cette juxtaposition des différents styles. Là, on voit les pièces sont toutes situées un petit peu autour de ce beau patio où on était juste avant. C'est une disposition qui est restée, qui était d'époque et vous l'avez conservée? Oui, exactement. Et Béatrice de Rothschild avait vu tous ces palais, notamment en Italie, dont l'architecture reposait sur une pièce centrale, une grande pièce d'apparat, une grande pièce de réception, autour de laquelle était structuré un ensemble d'autres pièces de réception. C'est vraiment l'organisation classique d'un palais. On va aller voir peut-être la pièce d'à côté qui est assez intéressante, ça nous permettra Avec plaisir. De parler de Béatrice. Nous arrivons ici dans la chambre de Béatrice, c'est ça? Nous sommes dans la chambre de la baronne de Rothschild, Béatrice effectivement. Donc une chambre qui donne sur la baie de Villefranche-sur-Mer, qui permet d'avoir le soleil couchant. Et donc c'est une chambre qui met en valeur ce goût de Béatrice pour des choses un petit peu fantasques, notamment vous voyez ces deux petits fauteuils conçus pour accueillir ces animaux. Et puis on voit aussi donc
ces décorations très pleines de soieries qui nous plongent dans quelque chose d'assez féminin, d'assez soyeux. Justement, on va parler un petit peu de la baronne de Rothschild. Elle acquiert ce terrain au décès de son père, c'est ça, et 1 an après, finalement, son divorce. C'est ça. Alors elle est pas vraiment divorcée, elle est séparée, mais en fait, elle hérite d'une fortune considérable lorsque son père meurt. Et son père était gouverneur de la Banque de France. Et ils étaient actionnaires d'une multitude de sociétés, dont notamment le Paris-Lyon-Marseille, cette société qui a construit le train qui traverse la France. Et donc elle hérite une grande fortune en 1905. Et donc avec cette fortune, eh bien, elle va réaliser son rêve, elle va donner corps à sa passion pour la beauté telle qu'elle l'a vue dans ses différentes variations dans ses voyages. Et donc elle va faire son œuvre ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui est à l'époque une terre plutôt sauvage. C'est un rocher avec des oliviers, des cyprès, une atmosphère méditerranéenne. Il faut bien se représenter qu'ici, il y a un très fort contraste entre le bleu de la mer et ce rocher qu'on a quand on voit depuis le Temple de l'Amour, quand on voit la montagne. Et puis, il y a déjà un voisin, le roi des Belges, qui a une maison à côté. C'est déjà une terre d'aristocrates et de têtes couronnées. Donc elle ne va pas là non plus par hasard, elle y va aussi parce qu'il y a cette espèce de concours permanent à l'élégance et au toujours plus, ce qu'on appelle la démesure dans la région. On parlait tout à l'heure de la façade sud sur des fabuleux jardins à la française. Ce sont les principaux jardins que compte cette villa. Il y en a 9 en tout. Oui, alors les jardins, c'est un peu comme l'architecture et les collections, c'est un voyage. Donc on voyage à travers les plantes, à travers les pays aussi, puisque ces différents tableaux, ces 9 jardins qui nous immergent dans une ambiance. Alors on a le jardin espagnol, le jardin florentin, une roseraie, un jardin japonais, un jardin lapidaire, un jardin exotique et un jardin provençal, et puis un jardin à l'anglaise. Et puis on finit sur ce jardin à la française qui donc est bâti sur un plateau. Il a fallu araser le rocher, faire exploser la roche et faire importer donc des tonnes de terre pour bâtir ce plateau, une vraie prouesse technique qui est supportée de part et d'autre par des colonnes comme des terrasses si vous voulez. Donc ce jardin à la française, c'est l'emblème de la grandeur, de la noblesse, de la royauté, de vraiment du goût à la française, avec cette idée de parallèle, de perspective, de perpendiculaire, de miroir d'eau. Sauf que là, c'est un jardin à la française composé d'essences non pas comme on en trouve autour de Paris ou à Versailles, mais d'essences méditerranéennes, voire subtropicales, voire tropicales, avec des arbres qu'on ne verrait jamais, même si on va à Cannes, on ne pourrait pas les voir, parce qu'ici, c'est vraiment le microclimat. Donc, le côté extraordinaire de jardin à la française, c'est sa grandeur et surtout le fait qu'il soit là comme ça au-dessus de la mer comme un bateau qui fend les vagues. Donc c'est vraiment extraordinaire et donc elle recevait beaucoup d'amis pour ses dîners, pour ses soirées dans ces jardins à la française. On continue notre visite ? On poursuit. Nous arrivons à présent dans cet impressionnant grand salon tout en longueur, très lumineux on peut dire. Oui, c'est vraiment un salon de réception, une pièce de réception où la baronne voulait pouvoir en mettre plein la vue, si je puis dire. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, c'est un mobilier de pur style Louis XVI, donc un style néoclassique. Et tout autour de nous, ces panneaux en bois peint qui proviennent de l'hôtel du Crillon, qui, à l'époque où la villa a été construite, eh bien, lui-même subissait des restaurations. Donc, elle a récupéré ces magnifiques panneaux en style pompéien, donc pur XVIIIe siècle, pour aménager, pour décorer ce grand salon. La particularité de ce salon, comme je vous le disais, c'est que c'est un style Louis XVI. Il faut savoir que la France, au XVIIIe siècle, a su inventer un style propre à son mobilier qui s'est exporté dans toutes les cours d'Europe. Et c'est un peu, si vous voulez, un salon qui fait écho au jardin à la française. Il faut savoir que c'est les femmes qui, dans les grands salons parisiens, qui recevaient donc les philosophes, les scientifiques, les savants. Elles ont eu une influence sur les ébénistes, sur les décorateurs pour créer ce style qui est tout à fait élégant, qui est raffiné, qui est plein d'harmonie. Oui, c'est des formes géométriques. Elle n'hésite pas à s'entourer de ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. Elle achète ce tapis qui est sous nos pieds,
qui provient de la chapelle royale de Versailles et qui avait, avant que les révolutionnaires ne pillent, ne récupèrent ce qui avait de la valeur à Versailles, il y avait dans chaque angle des petites fenêtres dans des médaillons dans lesquels il y avait des fleurs de lys. Donc ils les ont enlevés pour ne plus faire référence à la royauté. Mais il y a toujours les deux L entrelacés qui sont les deux L de Louis XV. Béatrice de Rothschild veut imprimer sa pièce de réception de quelque chose de royal. Et puis il y a une autre chose très importante dans le salon, c'est cette petite table de jeu. Justement, hein. C'est la table de jeu qui fait partie des pièces incontournables de la villa. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc cette petite table très simple, eh bien, en fait, c'est un petit bijou. Elle a été créée par l'ébéniste Dubois, qui était un grand ébéniste au XVIIIe siècle et qui donc l'a conçue pour Marie-Antoinette. Cette petite table, elle a la particularité d'être peinte avec un style qu'on appelle le style de la grisaille, ou la technique de la grisaille plus exactement, qui cherche à reproduire les effets du marbre, et notamment le relief. Là, c'est un lieu réellement de réception. Elle recevait tous ses convives. C'était quelqu'un qui aimait justement faire la fête, recevoir du monde dans sa villa de la Côte d'Azur. Oui, exactement. La vocation de cette maison, c'était vraiment de recevoir et de manifester le goût pour la grandeur, pour la beauté. Donc elle a reçu ici le duc de Connaught, elle a reçu le roi des Belges, le roi de Suède, qui venait souvent ici, dont on a d'ailleurs beaucoup de photographies, de vidéos en train de jouer au tennis. Elle avait son cousin par alliance, Théodore Reynac, qui avait la villa Kérylos en face. Donc des savants, des artistes, puis beaucoup de têtes couronnées durant l'hiver dans ce salon pour des dîners prestigieux. Et puis, donc cette table nous le rappelle, pour jouer, puisque à cette époque-là, les jeux sont interdits en France pour les femmes. Enfin, je veux dire, les femmes ne peuvent pas aller au casino. C'est pour ça que Monaco attire beaucoup de ces personnes-là. Et donc on joue véritablement au backgammon, à différents jeux de société et de jeux d'argent dans ces salons. Et c'est aussi l'un des objectifs de ces soirées mondaines. Autre passion qu'avait Béatrice de Rothschild, c'était l'art. Elle vouait une réelle passion pour l'art. Oui. C'était une grande collectionneuse, on peut dire. Elle a beaucoup collectionné. Alors là, on avait le plus pur style Louis XVI. C'est vrai qu'elle avait aussi un goût pour le style un peu rococo. Dans ce petit salon qui est juste à côté, on a un exemple de ce que c'est que le style rococo qui précède le néoclassicisme, avec ces fauteuils en Louis XV qu'on voit beaucoup plus incurvés, aux formes beaucoup plus généreuses. Et puis on a ces magnifiques tableaux de Boucher, Boucher qui était le peintre officiel de Louis XV, qui montre un goût pour bien la bonne chair, les plaisirs, les sens. On exalte les sens. Et on n'hésite pas à montrer des femmes, donc là c'est Vénus sur les nuées, donc une Vénus déesse de l'amour qui est dans ces nuages entourés des poutis, des petits anges, et qui est tout à fait emblématique de cette époque aussi que Béatrice de Rothschild adorait. Derrière vous, il y a ces petites toiles de châle qui sont ces tableaux représentant des danseuses dans des tenues très jolies, très raffinées. Et puis aussi, Béatrice collectionne des tapisseries, comme cette tapisserie qui représente une scène de Don Quichotte, a été faite au XVIIIe dans la manufacture royale de la Savonnerie. Avant de nous quitter, Bruno, je vous propose qu'on prenne les escaliers pour prendre un petit peu de la hauteur et nous diriger sur la coursive. Eh bien, avec plaisir, allons-y. Cet escalier nous mène donc à l'étage dans lequel on a rassemblé toute une autre partie de la collection de Béatrice de Rothschild. À l'origine, ces pièces étaient des chambres dans lesquelles on a tout simplement disposé une partie de la collection, notamment des tapisseries. Et puis, en montant l'escalier, on aperçoit les cadres avec les photos ici de la construction. Oui, justement, pour parler un petit peu de la construction de cette villa, on le disait tout à l'heure, c'était un terrain pas évident. Combien de temps est-ce que justement ça a pris cette construction ? Ça a été une véritable prouesse technique puisqu'elle a acheté le terrain en 1905-1906 et la maison a été terminée en 1912, donc en 6 ans la maison a été construite. Alors c'est une époque où on découvre le fer, c'est un peu après la Tour Eiffel, mais donc les architectes qui se sont succédés ici parce qu'en fait Béatrice épuisait les architectes parce qu'elle changeait tout le temps d'avis, elle imposait des choses qui n'étaient pas forcément réalisables, elle les traitait un peu comme des
Ils sont nombreux c'est à s'être domestique. succédé. Hein. Voilà, donc ils sont nombreux à s'être succédés. Je parle du fer parce que sur les éléments décoratifs des façades, on voit des choses qui ressemblent à de la pierre. En réalité, c'est du fer habillé par du plâtre ou du stuc. Et donc, c'est cette nouveauté qui fait qu'on voit un peu partout sur la Côte d'Azur, mais particulièrement ici, avec le souci en revanche, c'est que c'est pas fait pour durer très longtemps. Et donc, nous, on doit régulièrement restaurer. Voilà. Restaurer ces façades. Parce qu'avec l'air marin, la pluie, etc., le fer se corrode, il fait éclater les éléments architecturaux, donc il faut régulièrement restaurer tout ça. Et nous arrivons donc dans les couloirs qui mènent à ces anciennes chambres. Et cette fameuse coursive, c'est ça? C'est ça, on la peut coursive. voir, donc toutes ces tapisseries. La tapisserie qui provient notamment, celle-ci provient du Saint-Siège. Hein, on retrouve les deux clés et la tiare du pape. Donc c'est vraiment des très belles tapisseries. C'est une tapisserie ici de la Renaissance. Donc beaucoup de tapisseries, la raffolée des tapisseries. Et là, Bruno, on retrouve notre patio du début de l'émission. C'est un patio que vous utilisez beaucoup aujourd'hui parce que vous avez voulu faire revivre ici la villa. Oui, le patio a vraiment été conçu pour la fête et pour la musique particulièrement. On s'en rend compte bien quand on regarde les volumes et la hauteur de plafond. C'est un patio dans lequel la musique sonne. Et donc une fois par mois en ce moment, particulièrement l'hiver, et bien donc on a ces concerts où on va décliner différents thèmes musicaux. L'idée c'est de pouvoir dans ce patio vivre une soirée intimiste, une soirée musicale raffinée avec une bonne coupe de champagne et un dîner aux chandelles, un dîner gastronomique aux chandelles face à la baie de Villefranche. Pour revivre un petit peu comme si on était un convive de la baronne Exactement, Efrussi de Rothschild. Voilà, c'est l'idée. L'émission touche malheureusement à sa fin. Merci beaucoup Bruno pour votre accueil et cette visite guidée des lieux. Merci de votre visite, j'étais ravi de vous accueillir. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Demeure d'Exception.